On va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Et Anne Corpet, chroniqueuse internationale à France 24. Bonjour Anne. Bonjour. Au sommaire, à l'Iran, où un cessez-le-feu définitif se fait toujours attendre avec les États-Unis. Téhéran parle d'avancée, mais toujours pas d'accord imminent. L'accès à Internet vers l'étranger devrait en tout cas lui être rétabli selon la présidence iranienne. Au Sénégal, Ousmane Sonko pressenti pour diriger l'Assemblée nationale après son départ du poste de Premier ministre sur fond de crise avec son protégé jusque-là, le président Bassirou Diomaye Faye. C'est tout de suite, on va plus loin. Il avait été la cible des missiles, des drones et même des bombardiers iraniens sur son site gazier de Ras Laffan, ainsi que la base américaine qui l'héberge à Al Udeid. Le Qatar accueille pourtant une délégation iranienne de haut niveau ce lundi, signe que les négociations progressent. Vont-elles aussi loin que le souhaite Donald Trump, lui qui sur son réseau Truth Social réclame un accord excellent et significatif, sinon rien? Et il est trop tôt pour le dire, d'autant que le président américain entend désormais associer d'autres acteurs à un éventuel accord. Les pays de la région à majorité musulmane, en premier lieu l'Arabie saoudite et le Qatar justement, qu'ils somment de normaliser leurs relations avec Israël. Intégrer les fameux accords d'Abraham, une demande destinée à satisfaire les Israéliens, Claire Duhamel. La doctrine israélienne depuis des années, c'est celle de dire qu'il ne peut y avoir de négociations avec le régime iranien sur les sujets clés que sont par exemple le programme nucléaire iranien. Israël qui considère que l'uranium enrichi à 60% des Iraniens est une menace existentielle pour l'existence même donc de l'État d'Israël et qui s'est en ce sens toujours opposé à toute négociation avec les Iraniens. Alors cela ne diffère pas depuis ce week-end et ces annonces de Donald Trump qui promet l'imminence d'un accord. Toute la classe politique israélienne, grosso modo, est d'accord sur cela. J'étais ce matin, par exemple, à une conférence de presse, celle de Yair Lapid, l'un des leaders de l'opposition israélien. Yair Lapid qui considère qu'Israël ne doit pas être un État vassal des États-Unis, qui ainsi s'oppose à tout accord jugé défavorable aux intérêts israéliens. Il y a néanmoins une dépendance très claire d'Israël à son allié américain, et ça, on le ressent quand même, on ressent cette ambivalence dans les propos de Benyamin Netanyahou. Hier, il s'est exprimé, il dit avoir eu un coup de fil avec Donald Trump qui lui aurait garanti qu'Israël pourrait continuer à combattre le Hezbollah au Liban. C'est aussi l'une des priorités israéliennes, le fait de décorréler les deux guerres et de pouvoir continuer la guerre au Liban malgré un cessez-le-feu qui est en vigueur depuis le 16 avril dernier mais qui n'est pas respecté par les belligérants. Voilà, Niagale Bagayoko. D'abord, peut-on envisager un accord avec l'Iran qui n'inclurait pas le Liban, contrairement à l'exigence de Téhéran ? À mon avis, oui, parce que les négociations sont aujourd'hui tellement dans l'impasse que malheureusement le Liban lui-même est en passe d'être sacrifié. À mon avis, c'est une des hypothèses qui semblent les plus probables. Oui. Régionaliser la négociation, comme le dit Donald Trump aujourd'hui, en y incluant un élargissement des accords d'Abraham pour mieux associer l'Iran et les pays du Golfe à un éventuel accord de paix, enfin Israël et les pays du Golfe, un éventuel accord de paix avec l'Iran, c'est un coup de maître de la part de Donald Trump ou bien une complexité supplémentaire qui éloigne un peu plus la probabilité justement d'un accord? Ah non, pour moi c'est une complication supplémentaire. Il est évident que si les bombardements américains et israéliens devaient reprendre, les pays du Golfe, les pétromonarchies, quelles qu'elles soient, seraient de nouveau les premières cibles des salves iraniennes. Et d'autant plus si les accords d'Abraham étaient signés, puisqu'on sait très bien que Israël est considéré par l'Iran comme son ennemi juré. C'est une manière pour Donald Trump de sortir par le haut de cette crise, s'il obtenait d'aventure... Bon, les accords d'Abraham, c'est l'atout maître de Donald Trump, c'est son gros succès diplomatique de son premier mandat. Donc, il sort cette carte-là, ça montre plutôt son désarroi, à mon avis, sachant que l'Arabie saoudite était prête à intégrer ces accords d'Abraham, mais ça, c'était avant le 7 octobre,
et la guerre à Gaza, et que si sur un plan personnel, le prince héritier n'y verrait pas forcément d'inconvénients, la population saoudienne, elle, ne veut pas entendre parler de normalisation avec Israël tant que le sort des Palestiniens est aussi désastreux. Et Mohamed Ben Salman l'a clairement dit, il n'intégrera pas les accords d'Abraham tant qu'il n'y a pas la perspective de la création d'un État palestinien. Or, c'est une perspective exclue par Benjamin Netanyahou. Le fameux plan de paix de Trump pour Gaza n'est même pas entré dans sa deuxième phase. Donc, plutôt par souci de sa population, le prince héritier saoudien n'intégrera pas les accords d'Abraham. Pour le Qatar, c'est un peu la même chose. Il fixe aussi comme condition la reconnaissance de la solution à deux États. Et même si le Qatar a déjà, de manière informelle, des relations avec Israël, puisque notamment c'est le Qatar qui a joué un rôle clé dans les négociations entre Israël et le Hamas pendant la guerre à Gaza. Donc Donald Trump sort cette carte, il vend à nouveau l'idée d'un Moyen-Orient prospère, pacifié. C'est une vision idyllique qui se heurte en premier lieu aussi à Benjamin Netanyahou, qui vient d'annoncer qu'il voulait une escalade, qui a ordonné une escalade de ses frappes au Liban. Donald Trump veut aller loin, à défaut d'aller vite. Le ministère iranien des Affaires étrangères lui temporise. Dans quel sens jouent ces délais, d'après vous, Niagaleh Bagayoko, à mesure que la négociation s'éternise ou s'étire ? Il semble, lorsqu'on écoute les déclarations des hauts dignitaires iraniens, qu'ils veulent découpler la question nucléaire d'un accord sur Hormuz, notamment, en repoussant précisément un accord sur le nucléaire iranien, ce qui, bien entendu, va à l'encontre des attentes américaines et des exigences israéliennes. Donc, j'imagine qu'il s'agit d'un des principaux points de blocage. Mais les Iraniens insistent aussi sur le fait que la situation dans le détroit d'Ormuz ne reviendra pas à l'état ex-ante. Ils ont mis en place ce fameux PSGA qui était initialement qualifié de péage, qui maintenant est qualifié de service et qui assurera notamment le remorquage éventuellement des bateaux en difficulté, qui permettra de lutter contre les dégradations de l'environnement. Et tout ça, bien sûr, contre des sommes qu'il conviendra de déterminer. Mais tout cela n'est pas innocent parce que le statut des détroits est extrêmement particulier. Il fait l'objet d'une convention onusienne, la convention de Montego Bay. Et en fait, l'Iran, c'est vrai, ne l'a pas ratifié, mais on considère qu'il s'agit du droit qu'on appelle coutumier, qui est avalisé par tous les États du monde. Donc remettre en cause le statut d'Ormuz, ça peut vouloir dire remettre en cause le statut de Malacca, le statut de Bosphore, le statut de Gibraltar, voire le statut de la Manche éventuellement. Imposé sous prétexte de service rendu aux navires qui passent des frais qui n'existaient pas jusqu'alors, il faut quand même le rappeler, avant le 28 février. C'est une manière de rançonner d'une certaine manière l'ensemble des pays de la planète de la part de l'Iran ? Clairement, et c'est une habile transition sémantique, passer de péage à service. Mais ça ne cache pas le fait que l'Iran entend conserver le contrôle du détroit d'Ormuz. Il y a une urgence des deux côtés quand même à avancer, Donald Trump, parce qu'il est confronté à des difficultés politiques intérieures dues à la détérioration de la situation économique, elle-même due au blocage de ce détroit. De leur côté, les Iraniens sont quand même confrontés à des énormes difficultés économiques également. On se souvient quand même que les manifestations qui ont été sauvagement réprimées dans le sang en janvier étaient nées de difficultés économiques déjà. Donc elles se sont évidemment lourdement aggravées du fait du blocus sur les ports iraniens et de la guerre, tout simplement. Donc il y a effectivement pour les deux parties une urgence à conclure un accord au moins sur rétablissement d'une certaine forme de liberté de navigation dans le détroit. Mais en échange,
l'Iran réclame le droit des exemptions sur les sanctions sur son pétrole, donc la possibilité de vendre son pétrole, ce qui signifie effectivement une ouverture du détroit, mais aussi le dégel de ses avoirs. C'est 12 milliards de dollars qui sont au Qatar. Et c'est quand même incroyable de voir Donald Trump qui n'a cessé de dénoncer le fait que Barack Obama avait allégé les sanctions sur l'Iran. Il a encore posté cet après-midi une image où on voit Barack Obama pousser des piles de billets vers l'Iran. Il s'apprêterait là à donner son accord pour le dégel d'avoirs, pour obtenir en échange même pas le rétablissement d'une situation qui était celle qui était en vigueur avant-guerre. Donc voilà, il y a une urgence. Chacun a longtemps pensé que le temps jouait en sa faveur, mais moi j'ai l'impression que c'est Donald Trump qui est le plus pressé d'aboutir. Absolument. Et à la faveur de cet épisode, on voit que le Qatar, au-delà des intérêts du moment, donc en effet c'est 12 milliards, il y a la volonté de montrer de nouveau que c'est l'État qui a pour particularité d'être médiateur. Oman l'avait un peu ravi ce statut, mais Le Pakistan aussi. le Pakistan aussi, mais dans la région en tout cas, et même dans le monde, le Qatar fait de sa diplomatie de médiation un point fort de son positionnement international. Et je pense qu'il joue là aussi là-dessus, tandis que l'Arabie Saoudite, elle est aussi, en tout cas pendant ces jours-ci, un peu handicapée, si je puis dire, par le fait qu'il y a le pèlerinage à la Mecque en ce moment et qu'elle ne peut absolument pas se permettre de se retrouver dans la situation de bombardement qu'il a touché il y a quelques mois. Un dernier mot sur le nucléaire, parce qu'il y a quand même un dossier qui semble avancer, qui a été remis sur la table à Doha, c'est celle du stock d'uranium enrichi. Donc, on se souvient que les États-Unis exigeaient de récupérer eux-mêmes les 400 kilos enrichis à plus de 60%. Mais il y a aussi 9 tonnes qui sont enrichies entre 5 et 20%, c'est pas négligeable. Le Téhéran, jusqu'à présent, disait que non, on ne cédera à rien, on va diluer ce stock. Apparemment, la question du transfert de ces 400 kilos, en tout cas, est à nouveau sur la table. Et ce ne serait plus la Russie, comme en 2015, mais la Chine qui pourrait recueillir ce stock d'uranium enrichi. La rupture à présent entre le président Bassirou Diomaye Faye et celui qui fut longtemps son mentor en politique avant de devenir son Premier ministre, Ousmane Sonko, prend des allures de crise politique au Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale, un proche de Sonko, vient de démissionner, Limane Dao. Absolument. L'annonce a été faite ce dimanche sur sa page Facebook, El Malick Ndiaye, qui démissionne du coup de son poste de président de l'Assemblée nationale 24 heures après l'éviction d'Ousmane Sonko à la primature par le président Bassirou Diomaye Faye. Une sorte d'instabilité institutionnelle ces derniers jours au Sénégal. Et les choses bougent actuellement. Le nom du futur Premier ministre devrait être annoncé peut-être dans les prochaines minutes, nous indique les médias du pouvoir, la RTS et le Soleil, qui indiquent que le nom du futur Premier ministre ne devrait pas tarder. Et on devrait certainement aussi connaître ce mardi le nom du prochain président de l'Assemblée nationale. Et par un jeu de chaises musicales, Ousmane Sonko pourrait se retrouver ce mardi à l'Assemblée nationale, car Ousmane Sonko avait été élu député, il faudrait le rappeler, lors des dernières législatives de 2024. Il avait suspendu alors son mandat de député. Il compte bien réintégrer l'Assemblée nationale ce mardi et devrait, selon toute vraisemblance, remplacer El Malick Ndiaye à la tête de l'Assemblée nationale. Un scénario qui est actuellement dénoncé par l'opposition qui estime qu'Ousmane Sonko, n'ayant jamais exercé sa fonction de député, ne peut pas revenir à l'Assemblée nationale
Anta Babacar Ngom, qui est députée non inscrite à l'Assemblée nationale, avait même qualifié ce scénario, dans un post sur les réseaux sociaux d'un scénario qui nuirait aux institutions, à la Constitution sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye a les moyens de présider et de faire investir par l'Assemblée nationale un successeur à Ousmane Sonko, Elimane? Écoutez, on assiste à un scénario qui est beaucoup plus proche d'une cohabitation politique avec Bassirou Diomaye Faye, président de la République, et Ousmane Sonko, chef de la majorité parlementaire. Mais tout cela devrait certainement se confirmer ce mardi si Ousmane Sonko réintègre l'Assemblée et s'il est élu président de l'Assemblée nationale. Bassirou Diomaye Faye va devoir, si ce scénario se confirme, absolument continuer de travailler avec le PASTEF, qui est largement majoritaire à l'Assemblée nationale. Sur les 165 députés, les 130 sont du groupe parlementaire du PASTEF. Et s'il n'arrive pas à trouver des accords pour faire passer les lois, il pourra gouverner par ordonnance. La Constitution sénégalaise lui permet. Nous sommes dans un régime présidentiel fort. Et il pourra, au mois de décembre, si la crise entre les deux institutions se poursuit, il pourra, s'il le souhaite, dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections législatives. Merci Elimane Daou avec nous en direct de Dakar. Niagale Bagayoko, quand on sait la situation dans laquelle se trouvait le pays lors de l'élection de Bassirou Diomaye Faye en 2024 et les attentes de l'électorat, ce conflit entre les deux têtes de l'exécutif était-il évitable ? Non, très tôt, on a considéré que les institutions étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire très largement inspirées du modèle de la Ve République, la cohabitation entre ces deux personnalités, dont une particulièrement charismatique avec la personne d'Ousmane Sonko, allait être compliquée. Mais il faut rappeler quand même que les électeurs attendaient à ce qu'il y ait si ce n'est une fusion, en tout cas une connivence forte entre ces deux personnalités, parce que le slogan à l'époque était en Wolof, Sonko égale Diomaye en fait. Diomaye égale Sonko, Sonko égale Diomaye. Donc voter pour Diomaye. Oui. Ce qui parce que ça n'allait pas de soi forcément pour les électeurs qui connaissaient bien Sonko, mais pas Bassirou Diomaye Faye était totalement inconnu à l'époque. C'est depuis bâti une véritable stature auprès de l'électorat. Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais qui manifestement a des ambitions, puisqu'il a créé un mouvement pour éventuellement une candidature en 2029. Et qui est perçu aussi comme étant quelque part un peu un traître, parce qu'il a voulu changer la personne à la tête de la coalition présidentielle qu'il a portée au pouvoir, alors que ce que lui répondent les partisans du PASTEF, c'est que la coalition ne le considérait que comme le candidat et non pas comme le président de cette union qui a gagné les élections en 2024. Bassirou Diomaye Faye, jugé incorporé plus acceptable par une partie des dirigeants étrangers, notamment occidentaux. Il n'a pas eu les prises de position très radicales d'Ousmane Sonko, y compris très dernièrement sur la question de l'homosexualité, par exemple. Ça ne fait pas forcément ses affaires, d'ailleurs, aux yeux des électeurs du PASTEF, ce soutien étranger. C'est vrai que quelques heures avant son limogeage, Ousmane Sonko a dénoncé la tyrannie de l'Occident quand il a été interrogé sur cette loi qui durcit très sévèrement les sanctions contre l'homosexualité. Jusqu'à la France insoumise même, donc il a pourtant beaucoup soutenu jusque-là. Il a dit que l'Occident cherchait à imposer ses valeurs au Sénégal. Et effectivement, ça pose problème aux Occidentaux. Parce qu'il a refusé tout moratoire en fait sur cette loi hautement controversée. Mais c'est lui qui bénéficie d'une assise populaire. D'ailleurs, peu après son limogeage, il y a eu des centaines de personnes qui se sont rassemblées devant son domicile pour lui dire leur soutien affirmé aussi sur les réseaux sociaux. Et
Et c'est lui qui est à la tête du PASTEF. On verra si l'opposition arrive à faire dérailler son retour à l'Assemblée, parce qu'il y a un débat juridique. Il était Premier ministre quand il a été élu au Parlement. Or, normalement, la Constitution interdit ce cumul. Et donc, l'opposition fait valoir qu'il n'avait même pas à suspendre sa participation à l'Assemblée, puisqu'il était illégitime à y être élu. Donc, on verra ce qui se passe. Mais il y a aussi le congrès du parti qui aura lieu début juin. On va voir là, à ce moment-là, quelle est la plateforme du parti, si c'est Sonko qui continue effectivement à représenter les aspirations, en particulier de la jeunesse, qui avait beaucoup misé sur ce nouveau pouvoir et qui là se voit un peu relégué. Je ne sais plus quel est le proverbe quand il y a deux éléphants qui se battent, ce sont c'est l'herbe en pâtit. Qui en pâtit, les fourmis qui sont écrasées. Et là, c'est un peu le cas. Le pays a une dette record, le chômage des jeunes est massif. Les attentes sont toujours là et la réponse n'est pas parvenue. Au-delà du conflit de pouvoir, cela porte aussi sur l'ampleur de la rupture à entreprendre, Yagali Bagayoko. Alors, sur l'ampleur de la rupture, oui, mais que l'on voyait venir depuis un moment. Il y a eu des tensions entre les deux, notamment avec Diomaye qui critiquait la personnalisation du pouvoir par Ousmane Sonko. Donc, l'évolution actuelle est dans la logique des choses. Je pense que Sonko ne s'attendait pas forcément à ce que Diomaye Faye fasse preuve de tant d'autorité en utilisant les prérogatives qui sont les siennes. Mais à mon avis, on pourrait voir s'ouvrir une phase assez intéressante d'un point de vue institutionnel. Alors, il y a en effet le contentieux que vous mentionniez, Anne, sur le statut de député controversé de Sonko, mais s'il parvient à se maintenir sous ce statut, il peut devenir aussi président de l'Assemblée nationale et au moins jusqu'aux élections qui ne peuvent pas avoir lieu avant la fin du mois de novembre, il peut y avoir peut-être un renversement de l'autorité entre le Parlement et la présidence de la République. La France a connu la cohabitation qui s'est souvent faite au bénéfice du Parlement. Oui, et à plus forte raison depuis qu'il n'y a plus de majorité ici à l'Assemblée nationale. Exactement. Et donc la recherche de majorité texte par texte. Exactement, alors que là, elle est écrasante, quand même 130 députés, sur 132, c'est énorme. Mais il y a quand même un risque de paralysie aussi. C'est-à-dire que si Ousmane Sonko parvient à prendre la tête du Parlement, il peut aussi opposer le pouvoir du Parlement, empêcher toute loi d'être adoptée, en proposer. Il a une marge de manœuvre, y compris sur la nomination du Premier ministre, qui doit être approuvée par le Parlement. Et par la suite, toutes les initiatives législatives, si elles viennent du président, pourront être bloquées au profit d'initiatives qui viendraient du Parlement. Du Parlement, c'est exactement à ça que je fais référence en parlant de bousculement dans l'équilibre des pouvoirs. Il y a dans ce conflit aussi des conséquences qui portent sur l'ampleur de la séparation avec la France, puisqu'on sait que ça a été aussi une relation tumultueuse depuis la victoire du PASTEF aux élections. Oui, absolument, et qui s'est notamment traduite par le retrait, la demande de retrait des forces françaises prépositionnées dans le pays. Donc c'est quelque chose qui est allé assez loin. Le PASTEF est un mouvement qui fait très clairement partie de ce qu'on appelle le souverainisme africain, qui affirme les valeurs traditionnelles, le patriotisme, le nationalisme de manière extrêmement affirmée. Donc, en effet, l'émancipation vis-à-vis de l'ex-puissance coloniale fait partie de la rhétorique qui est régulièrement mobilisée par Ousmane Sonko et beaucoup moins par Bassirou Diomaye Faye.
Il y aurait peut-être une tentation. Est-ce que la France joue un rôle dans cette crise ou se tient bien à l'écart jusqu'à présent? En tout cas, officiellement, il n'y a pas de commentaire. Je pense qu'elle a intérêt à se tenir à l'écart. Ce serait une position sage, me semble-t-il, parce que toute intervention serait vécue comme une tentative d'ingérence et aurait sans doute des résultats contre-productifs. D'autant que les rapports ont beau être distendus avec le Sénégal, on n'est pas encore dans la situation qui oppose, qui oppose quasiment la France à l'Alliance des États du Sahel, par exemple. Non, on n'est pas dans une tension comparable. Ce sont des escarmouches et des déclarations. On n'est pas du tout dans une rupture. Et par ailleurs, le Sénégal a aussi pris ses distances avec l'Alliance des États du Sahel, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre. Éloquente tout de même la réaction de la France insoumise, parce que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas ménagé sa peine pour afficher sa proximité avec les deux têtes de l'exécutif sénégalaise. Et depuis notamment ses déclarations sur l'homosexualité, on a vu un ensemble de tweets des leaders de la France insoumise qui prennent leur distance, qui condamnent même le pouvoir sénégalais. Tout à fait. Donc là, ça marque aussi un changement très net. Oui, enfin, il faut dire que cette loi est difficile à soutenir, difficile. Oui, difficile. Mais elle était prévisible, non? Quand on connaît le discours, le parcours d'Ousmane Sonko et son complètement. programme. Il en a toujours parlé aussi de cette question-là. Mais plus largement, il faut savoir que c'est le type de loi qui se multiplie partout sur le continent africain. Des lois extrêmement restrictives, voire intransigeante envers l'homosexualité. C'est l'une des marques du continent africain. Et LFI n'est pas le parti qui a un domaine de compétences le plus affirmé en relations internationales. Non. Quand même, c'est vrai. Mais enfin, Jean-Luc Mélenchon était allé. Juan Branco, qui se dit parfois proche de la France insoumise, même s'il ne l'est plus vraiment, lui a vraiment, véritablement passé du temps auprès du pouvoir sénégalais. Merci beaucoup. Anne Corpen, Yagalé Bagayoko, on va plus loin. S'achève, nous on va se retrouver dans un instant, on va parler de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo avec l'OMS, décidément très inquiète, qui considère comme extrêmement grave et difficile la situation, alors que déjà 900 cas suspects ont pu être identifiés. Restez avec nous.